En fait, nous, le cœur, enfin, quand on a réfléchi au hub, et j'en ai parlé avec Vincent, etc., le cœur pour nous du hub, le catalyseur, c'est l'innovation. Donc, ce que je voulais faire, c'était vous montrer un petit peu, parce qu'on est une entreprise dont le cœur de métier, c'est les produits et c'est l'innovation et c'est la manière dont les utilisateurs interagissent avec ces produits. Et donc, on a des grands principes d'innovation et qui sont vraiment au cœur du hub en termes de partage et la manière dont on travaille avec. Et les 9 principes, je ne vais pas les détailler un à un, mais j'ai fait un focus en fait sur 4 d'entre eux. Le premier, c'est que l'innovation n'est pas une option, c'est pas une option, c'est une obligation. Le second, c'est que les idées viennent de partout. Le troisième, c'est qu'il faut apprendre de ses échecs. Le quatrième, c'est qu'il faut permettre aux idées d'évoluer, de ne pas rester sur l'idée de départ, forcément. Que la créativité aime les contraintes, qu'il faut savoir tout partager, que les données sont au cœur de notre prise de décision et qu'on met toujours les utilisateurs au centre. Ça devrait être d'ailleurs le premier et pas le huitième. Il n'y a pas d'ordre, hein. Et la dernière chose, c'est de permettre de libérer les patients. Donc j'ai fait un focus complètement arbitraire, mais à mon sens qui permettait de donner une vision d'ensemble sur notre manière en fait, de gérer l'innovation. La première, donc, c'est que l'innovation n'est pas une option. Pourquoi? C'est que quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les 50 premières entreprises qui étaient listées sur le Stock Exchange à New York, je crois qu'il n'y en a plus que 2 qui existent encore aujourd'hui. Et les 48 autres, à un moment ou à un autre de leur histoire, elles n'ont pas innové. Donc elles ne sont pas passées justement au next step qu'elles auraient dû prendre. Et donc on comprend qu'aujourd'hui, et surtout dans le monde d'aujourd'hui encore plus qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 50 ans, l'innovation est cruciale, obligatoire. Donc nous, la manière dont on le gère, c'est que c'est vraiment la logique d'ouverture. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est complètement ouvert. Donc vous voyez ici la plateforme Android, YouTube, tous les systèmes d'exploitation, etc., comme Chrome qu'on est en train de développer, c'est des systèmes ouverts qui permettent aux développeurs, aux utilisateurs de pouvoir interagir avec, de manière à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et l'innovation, elle part vraiment de ce départ-là, de l'ouverture. La seconde chose, c'est tout partager. Ça, c'est vraiment quelque chose de très interne, en fait, mais très externe aussi. Tout partager, nous, aujourd'hui, chez Google, on a un intranet qui s'appelle MoMA. Et sur cet intranet, tous les projets sur lesquels on travaille pour le moment sont disponibles et ouverts à tous les collaborateurs de l'entreprise. On est 20 000. Donc c'était facile de le faire quand on était 50, 200, etc. Mais on le fait encore aujourd'hui alors qu'on est 20 000. Tous les trimestres, Eric Schmidt, notre CEO, va voir son board pour faire un point du business, donner les grands axes stratégiques. La présentation qu'il donne au board, qui normalement est dans la plupart des entreprises complètement fermées, est disponible pour tous les employés de l'entreprise. Ça, c'est de l'ouverture. Et pourquoi c'est important cette ouverture? Parce que c'est aussi ça qui permet de créer de l'innovation et qui permet de créer en fait un environnement dans lequel les gens partagent entre eux ces informations et derrière se permettent d'innover. Un exemple de ça, ça c'est un produit qui s'appelle TipJar qui est dans l'industrie de la finance, qui a été développé avec un produit qui s'appelle Google Moderator, qui est interne. Google Moderator, on l'utilise en interne de manière hyper simple. C'est que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut avoir une idée sur un produit ou un service ou une amélioration possible de produits et services déjà existants. Il va la poster en définissant un petit peu pourquoi il pense que c'est une bonne idée. Et derrière, la communauté interne des employés de Google va voter en disant ça c'est une bonne idée, il faut le faire tout de suite, ou je trouve ça moyen, ou voilà qu'est-ce que j'apporterais comme amélioration. Et après, les ingénieurs qui vont regarder chaque trimestre un petit peu les produits sur lesquels ils vont vouloir travailler, vont prendre les 10 ou 15 meilleures idées et voir si, faire un scoping, voir s'il y a une opportunité de les développer et si ça peut avoir du sens. Mais tout ça, ça part du départ, à savoir de la communauté interne à Google. L'autre chose, c'est que c'est les données qui sont notre moteur de la décision. Ça, c'est vraiment lié au fait qu'on est une entreprise d'ingénieurs, donc au départ de gens qui aiment les chiffres, qui aiment les zéros, les 1, binaires, etc. Et le fait qu'on a pu amasser, on récupère un nombre de données extrêmement important sur l'utilisation de nos produits. Et un des exemples très concrets de cela, c'est que en janvier dernier, on a décidé en fait de faire une pub télé pendant le Super Bowl, donc 100 millions de téléspectateurs, ce qui était une grande surprise dans le monde de la communication parce que Google avait quasiment pas communiqué jusqu'à présent. Et donc choisir le Super Bowl, qui est vraiment un moment emblématique en termes de communication, c'était assez étrange. Et pourtant, la décision, on l'a prise de manière hyper simple, c'est que la publicité, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Parisian Love, que j'aurais pu vous mettre, qui est pas mal, qu'on verra peut-être un jour en France, qui sait. Il s'appellera peut-être New York Love, je ne sais pas. Mais donc Parisian Love était une vidéo qui était sur YouTube dans un endroit spécifique qui s'appelait Search Stories et avait été
ultra plébiscité par la communauté des internautes. C'est-à-dire que les gens avaient commenté dessus, l'avaient noté, elle avait été vue des centaines de milliers de fois. Comme on voyait qu'il y avait quelque chose de très positif et c'était des vraies données, des datas d'utilisation de ce spot, on s'est dit, si on le passe de 100 millions de personnes, si 100 000 l'ont aimé, a priori 100 millions l'aimeront aussi. Et ça a été le cas, qu'on a pu d'ailleurs regarder avec ce magnifique produit qui s'appelle Google Insights, qui est donc disponible à vous tous et qui permet à n'importe quelle entreprise de regarder, ou même un particulier, mais surtout une entreprise, de regarder les grandes tendances de recherche qui existent aujourd'hui sur Google. C'est complètement basé sur des datas. Et ce que vous voyez qui est assez intéressant, c'est la petite flèche de l'autre côté qui montre un forecast, en fait, donc de regarder dans le futur sur quelles seront les tendances quelque part de demain. Donc, quel que soit en fait le type d'activité dans lequel vous soyez, vous pouvez avoir de la visibilité en fait sur ce qui résonne aujourd'hui sur Internet, et ça, ça fait partie du hub management. Et puis dernièrement, et ça c'est un petit peu, on en parle toujours en disant que c'est peut-être un peu une sorte de légende, on va dire, chez Google, donc de libérer les patients avec cette logique donc du fait que 20% du temps de tous les ingénieurs de Google est libre. Donc un jour par semaine où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc je suis là pour vous dire que ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Donc un jour par semaine, les ingénieurs ont le droit de faire ce qu'ils veulent, travailler sur n'importe quel projet. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas 20% qui passent à jouer au baby-foot ou au billard. Il y a des vrais produits qui en sortent. J'ai pris 3 exemples. Le premier qui était un peu emblématique, qui était au moment du 11 septembre, un ingénieur qui passait de CNN.com à NewYorkTimes.com à WashingtonPost.com, etc., pour avoir un maximum d'informations sur les attaques du 11 septembre. s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir intégrer tout sur une seule et même page, et ça a donné Google News, qui est un des produits les plus emblématiques de Google et qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui et qui est disponible dans une 50aine de pays. Le second, qui est Google Suggest, qui nous pose quelques problèmes en ce moment, mais qui, on pense, est un excellent produit. En tout cas, les utilisateurs ont l'air de l'apprécier parce qu'ils l'utilisent beaucoup. A été développé par un ingénieur en 2005. Il faisait partie de ce qu'on appelle les Google Labs. Donc Google Labs, vous y avez tous accès aussi. C'est sur la homepage de Google, vous allez voir Labs. Il y a 80 produits en ce moment qui sont disponibles que vous pouvez tester. Et en fonction justement de l'utilisation qu'en font les internautes, on va décider si oui ou non ce produit mérite, entre guillemets, de devenir autre chose. Et Google Suggest, qui a été lancé en 2005, en 2008, est devenu partie intégrante de la homepage de Google. Et maintenant, sur tous les Google du monde, vous avez Suggest qui est intégré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parlant de mes anciens collègues d'Amazon, Amazon l'a aussi intégré. Et quand vous faites des recherches sur Amazon et que vous tapez Bruce, il va tout de suite vous mettre Springsteen. Et le troisième, et eBay aussi, voilà. Non, mais c'est un super produit. Et c'est pas spécifique à Google, c'est-à-dire que c'est une technologie que vous avez aussi développée, etc. Mais clairement, nous, on a vu qu'il y avait une résonance de la part des internautes sur ce produit-là, et c'est pour ça qu'on l'a lancé. Et le dernier, donc, qui est Google Translate, a été développé par un Anglais, pour iPhone, pardon, qui partait en Espagne en vacances, parlait pas un mot d'espagnol. Ce produit existait déjà parce qu'on travaille énormément sur la traduction simultanée. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé une appli qui fonctionnait sur iPhone, ce que le produit ne fonctionnait pas sur iPhone. Et aujourd'hui, si vous avez un iPhone, vous pouvez avoir du Google Translate en direct en 23 langages d'un langage à l'autre. Voilà. Et ça, développé un jour par semaine par un ingénieur qui derrière va générer une communauté d'ingénieurs qui va vouloir travailler avec lui dessus. Donc ça, c'est aussi du hub quelque part. Voilà. 9 principes que je ne vous relirai pas, mais ça, c'est un petit peu notre point de vue, notre vision un peu sur le hub et sur permettre vraiment à tous les utilisateurs, à la communauté des utilisateurs, des développeurs, mais aussi des employés de Google de participer au développement de l'innovation chez nous. Donc il y a une manière de travailler dans l'ouverture, la transversalité. Et la transparence. Et la transparence. Qu'est-ce que ça a généré comme nouveau métier, aussi bien chez vous que chez vos utilisateurs ? Je pense que les métiers qui sont développés autour de Google, ils sont extrêmement nombreux. Je pense que justement le métier des développeurs qui a beaucoup changé. Le fait que tout ce qu'on développe soit sur des plateformes ouvertes fait que ça permet à n'importe quel développeur d'améliorer un produit existant de Google. Un bon exemple de ça, c'est qu'on a lancé Google Maps. Il y a quelqu'un qui a créé quasiment le lendemain de l'ouverture de Google Maps un mashup. Donc il y a un mix entre 2 programmes, un Google Maps, l'autre qui était Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin, et qui a intégré en fait sur Google Maps toutes les maisons qui étaient à vendre, avec des petits points comme vous voyez sur Google Maps. Et quand vous cliquez dessus, il y avait les photos et le prix de la maison, etc., qui étaient disponibles et qui provenaient de Craigslist, donc l'équivalent du Bon Coin.
ce développeur, il en vit aujourd'hui et donc ça a développé son propre métier. Après, il y a tous les métiers autour de la communication. Je pense que les agences d'achat d'espace média, de développement des mots-clés, etc., qui ont beaucoup le vent en poupe. Il y a des startups, entre guillemets, françaises, comme une boîte comme Keyad ou Labellium, qui font quasiment 100% de leur activité sur le développement en fait, du marketing par le biais du SIM. Et ça, c'est un vrai développement qui se fait aujourd'hui. C'est de la création de valeur dans les économies en France et dans les autres pays où Google est présent.